Eh bien, bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, aujourd'hui, ce mois-ci, on est en septembre, pour la rentrée donc, on va faire un sujet un peu qui change de l'habitude sur cette chaîne Hacksize. Alors, l'idée m'est venue parce que, comme on peut le voir, la hackeuse du mois en miniature de la vidéo, c'est Gal Zaban, qui donc ici dans cette vidéo que je mettrai en lien participe à un panel qui parle de Embedded Device, donc tout ce qui est périphérique embarqué en français. Et du coup on va parler à Challenge Hardware, donc tout ce qui est vraiment bas niveau et qui a une catégorie dédiée sur Hack the Box qui s'appelle Hardware. Et du coup, c'est une catégorie, comme on peut le voir, qui est un peu sous-fréquentée, je trouve, parce que par exemple, j'ai choisi pour cette vidéo le challenge HM74, qui a seulement 10 validations. Et c'est dommage, puisque les hackeuses et les hackers ont tout intérêt à s'intéresser au large panel qu'on a aujourd'hui de sujets, puisque c'est tout bénéf pour la société de sécuriser y compris les périphériques bas niveau et tout ce qui sert pour les IoT, l'industriel, et j'en passe. Et puis c'est pas inintéressant, c'est même relativement simple, on va le voir. Après ça dépend évidemment des challenges et de son historique. Et du coup, comme pour chaque vidéo, je commence par une petite minute frame. Et la minute frame ce mois-ci, c'est au niveau des machines Hack the Box. Si je prends... comment c'est foutu? On va plutôt regarder dans Ranking. Et si on trie par machine, justement, on va mettre System Owns. Et on va faire un tri inverse, puisque là il met celui qui a validé le moins de machines. Voilà. Donc si on regarde les gens qui ont validé le plus de machines, et donc c'était pour montrer que ça y est, j'ai atteint ma 400e machine validée. Et on est pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le monde à avoir validé 400 machines sur Hack the Box. Donc c'était la petite minute frime. Et après on passe à la minute relou. Alors la minute relou, c'est un sujet sur lequel ça me fait râler, et ce mois-ci c'est un sujet dont la presse a beaucoup parlé, et c'est Telegram. Donc on a beaucoup parlé de Telegram ces temps-ci, et on va sûrement encore en parler parce que c'est encore les informations sont pas forcément publiques. Mais donc le PDG de Telegram s'est fait arrêter par les autorités françaises. Et donc je vais pas commenter cette info-là, puisque évidemment on n'a pas les informations associées publiquement, ou en tout cas que très partiellement. Mais par contre, ce que je vais commenter, c'est un truc qui énerve pas mal de monde dans le monde du hacking et de la cybersécurité. C'est le fait que beaucoup de gens et de journalistes disent que Telegram c'est sécurisé. Je suis même tombé sur un développeur, un ami d'une amie qui pensait que Telegram était plus sécurisé que Signal ou WhatsApp, alors que dans la cybersécurité on est évidemment au courant que c'est pas du tout le cas. Donc je mettrai l'article en lien sous la vidéo, donc ça c'est un article d'un cryptographe américain que ça énerve aussi. Et donc globalement je rappelle donc que Telegram c'est tout simplement, ça n'a pas de end-to-end encryption en anglais. Donc la end-to-end encryption, c'est quoi? C'est le fait que la clé n'est pas stockée sur les serveurs, mais sur les périphériques, donc Signal ou WhatsApp. Quand une conversation a lieu, et la clé de la conversation, elle est sur le smartphone ou sur le PC si c'est depuis un client lourd, et du coup, enfin un client sur PC. Du coup, les gens qui administrent Signal ou WhatsApp n'ont pas accès aux conversations. Ils voient que du chiffré. Tout ce qui est stocké sur les serveurs Signal et WhatsApp sont des
conversation chiffrée. Alors que sur Telegram, c'est pas le cas, tout est stocké en clair, sauf si les personnes ont pris le temps d'activer le chiffrement dans la conversation. Donc déjà c'est une possibilité qui n'existe que dans les conversations one-to-one. Et en plus, ils ont choisi un algorithme qui fait qu'il faut que les deux personnes qui chiffrent cette conversation soient connectées en même temps, sinon on peut pas activer ce chiffrement. Et donc du coup, on va dire qu'il n'y a pas grand monde qui utilise le chiffrement sur Telegram. Donc, alors le chiffrement end-to-end, il y a d'autres chiffrements, mais bien moins intéressant, puisque là ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PDG et son équipe, donc tous les administrateurs et administratrices de Telegram, ont accès aux conversations de la plupart des gens qui utilisent Telegram. Et ça implique aussi évidemment que si par hasard les Russes ont la main mise sur les serveurs de Telegram, ce qui est une hypothèse malheureusement pas impossible, et bien donc les services de renseignement ont potentiellement accès à toutes les conversations et les channels de Telegram. Après, donc du peu d'informations qu'on a sur l'arrestation, pour l'instant ce qu'on sait c'est qu'un des chefs d'accusation c'est le fait que Telegram ne répond pas aux requêtes de la justice concernant la pédocriminalité. Et donc j'en profite pour vous parler d'un petit documentaire qui est passé sur Arte, qui montre qu'il y a effectivement un souci sur les réponses de la part des plateformes quand la justice essaye de condamner les pédocriminels. Et c'est un problème qu'il y a aussi sur Instagram, pas que sur Telegram, mais à une différente échelle, comme vous pourrez le voir sur cette émission d'Arte. Et donc, la loi c'est pour tout le monde, hein, c'est pas parce qu'on est riche et PDG de Telegram qu'on ne doit pas appliquer la loi. Allez, ça sonne la fin de cette minute relou, et on peut entamer donc aujourd'hui un challenge hardware pour la première fois sur la chaîne Hack-Size. Je pense pas qu'on ait fait d'autres challenges hardware. Donc pour rappel, sur Hack the Box, les challenges ils sont dans le challenge, hein, on se connecte avec son compte, et ici à gauche on a les challenges Hack the Box. Et ici on peut les classer par catégorie ou taper le nom directement du challenge qui nous intéresse, ici HM74. On a une instance à lancer, ça nous permet d'avoir un port en écoute sur le serveur, et on a des fichiers à télécharger sur ce challenge qui s'appelle donc HM74 ou Her Majesty Annecy pour les Français qui aiment le département 74 comme moi. Donc hardware, on va peut-être commencer comme c'est le premier challenge hardware qu'on fait. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire en bon français un matériel informatique, donc hardware en anglais, qui est une pièce ou un composant d'un appareil informatique en fait. Donc ça va être un peu la partie physique de l'information, et ça peut être appairé donc avec ce qu'est le logiciel, donc software ou firmware. Le firmware étant donc un intermédiaire, on va dire, entre le hardware et le software. Et il y a pas mal de challenges avec des firmware, mais ce sera pas le cas ici. Puisque ici, quand on lit le challenge, on voit déjà que en gros, on est en présence d'une communication où il y a pas mal de bruit, et du coup, il y a des pertes d'informations. Et donc le but du jeu ça va être de décoder le message. Évidemment on imagine que une fois le message décodé on trouvera le flag dedans. Donc quand on télécharge le fichier on se retrouve avec une archive que j'ai mis ici, une archive hm74.zip, et quand on la décompresse on va avoir un répertoire hardware hm74 qui est créé, dans lequel on va avoir un fichier encoder.sv qui est du texte ASCII. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, on va pas pouvoir deviner juste en regardant file avec la commande file quel est ce fichier. Par contre, si je vais sur un moteur de recherche et que je recherche encoder.sv hardware, extension encoder extension. En gros, l'extension de fichier .sv, qu'est-ce que c'est? Et on voit assez rapidement que c'est du Verilog. Donc Verilog, le nom complet de Verilog c'est Verilog HDL, et donc c'est un langage de description matérielle de circuits logiques en électronique.
Donc c'est utilisé pour la conception d'ASIC, des circuits spécialisés, et de FPGA, dont on reparlera peut-être sur d'autres vidéos. Mais donc si on ouvre le fichier .sv qui est donc de l'ASCII, ou même un 4 ça suffira, on voit que ça ressemble à ça. Je vais peut-être faire un mousepad pour avoir un petit peu de couleur. Voilà à quoi ressemble un fichier de Verilog. Avant d'analyser ce fichier, je vais d'abord me connecter, comme on l'a vu sur ce challenge, il y a à la fois un fichier téléchargé et un socket ouvert sur un serveur. Donc essayons d'aller voir ce qu'il y a sur ce socket. Et on voit qu'on tombe sur effectivement des captures de 0 et de 1. Donc c'est conforme à la description du challenge. On reçoit la capture avec les bruits. Donc là après il y avait un petit scénario autour. Hein. Je sais pas si ce challenge a été dans un CTF. Parfois les challenges des CTF Hack the Box sont ensuite mis dans la catégorie de challenge. Ok, donc on a une transmission qu'on récupère en se connectant sur le serveur, et cette transmission, on veut la décoder. Mais elle va avoir du bruit, et on sait aussi d'après la description que ça utilise l'encoding de le Hamming encoder, l'encodage de Hamming, on va dire en français. Mais la connexion qu'on a fait en Netcat, donc pour celles et ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, NC c'est pour Netcat, hein, Netcat je rappelle c'est un utilitaire qui permet d'ouvrir des connexions réseau, que ce soit en UDP ou en TCP, et donc faire un cap dessus, d'afficher ce qui se passe sur cette connexion. Donc maintenant qu'on a bien vu ce que nous fournit la connexion et le fichier .sv, on va creuser un peu plus ce code qui est pas très long. Je commence par la partie du bas, hein, qui est le main, donc la partie principale. On voit qu'on a en entrée des entrées donc de 4 bits, puisque 0 inclus ça fait 3 plus 1, 4. Et en sortie on a 7 bits, 6 plus 0, enfin 6 plus 1, 0, ça fait 7. Ensuite ça c'est envoyé dans un encodeur, dont on va parler de suite. Et ça finit sur un affichage qui est probablement ce qu'on voit quand on se connecte avec le Netcat sur le service. Donc ça affiche des 0 et des 1. Donc ce module encodeur, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en effet en entrée il prend 4 octets, il en sort 7. Et en fait il modifie 3 bits on va dire, en faisant un XOR entre différents bits d'entrée. Donc on a 4 bits d'entrée, et on en prend 3, ça sort un P0, ici on en prend 3 autres, c'est pas tout à fait les mêmes, on voit ici 3, 2, 0, 3, 1, 0 et 2, 1, 0. Et tout ça nous génère d'autres bits de sortie, et donc en sortie on a effectivement 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits. Certains c'est les mêmes qu'en entrée, donc le data in, les 4 là ils sont exactement identiques qu'en entrée, et les 3 autres c'est des fonctions de XOR qui permettent de les sortir. Donc comme on l'a vu dans l'intitulé du challenge, ce type d'encodage c'est connu comme le code de Hamming, et en fait cette implémentation particulière du code de Hamming avec 4 en entrée et 7 en sortie, et ben ça s'appelle l'implémentation de Hamming 7.4. Donc pour la petite anecdote, il s'appelle HM74 à cause de ça, hein, ça veut dire Hamming 7.4. Voilà, bon. En fait, après, on pourrait partir sur la recherche à comment fonctionne ce code de Hamming, et probablement on pourrait le résoudre comme ça, ce challenge, mais là, je vais utiliser un truc plus simple, parce qu'il y a une solution, de mon point de vue, plus simple quand on n'a pas l'habitude du hardware, pour solutionner ce challenge. Ça va être d'utiliser une approche statistique, puisqu'en entrée, on n'a que 4 bits d'entrée, donc 2 exposant 4, ça fait que 16 entrées possibles. Donc c'est pas beaucoup. Et donc avec ces 16 entrées possibles, on va regarder un peu ce qu'on peut avoir en sortie en faisant ce qu'on appelle une table de vérité, je crois en français.
truthTable en anglais. Donc si je fais un Python 3 et que je mets cette fonction, donc cette fonction c'est quoi? Bah, c'est simplement, si je prends le code ici, bah, je code en Python la fonction encodeur qu'on a à droite, et donc le P0, P1, P2, bah, c'est data D3, D2, D0, bref j'ai reproduit ce qui est ici à gauche. On a les 4 en entrée qui correspondent aux 4 d'entrée, et les 7 en sortie qui correspondent aux 7 en sortie. Jusque là, rien d'extraordinaire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est utiliser une fonction qui s'appelle itertools, une fonction Python, enfin je dirais même une librairie Python. Itertools, donc c'est une librairie Python qui fournit des fonctions pour générer des itérateurs à partir de plusieurs itérables, des itérateurs infinis, des itérateurs qui combinent des itérables. Donc l'idée ça va être d'énumérer toutes les possibilités d'un itérable. Donc dans notre cas, je vais faire ça comme ça. Ah ouais, donc il faut, vu que c'est une librairie Python, par défaut elle n'est pas importée, il faut d'abord l'importer. Voilà, from itertools import product, et là du coup je peux lancer mon for, avec dans le for le print, qui permet d'avoir la table de vérité. Donc là, globalement, je fais toutes les entrées possibles, hein, donc 000, 001 jusqu'à 111, donc les 16 entrées possibles, et à chaque fois j'envoie ça dans la fonction implémentée en Python correspondante à la fonction dans le fichier Verilog, et je regarde toutes les sorties possibles. Donc en gros c'est la table de vérité, et nous ce qui nous intéresse c'est de le faire dans l'autre sens, hein, à partir des bits qui sont en sortie, puisque nous ce qui est envoyé sur le net, la connexion qu'on a fait en net4 c'est la sortie. On va vouloir donc faire dans l'autre sens. Donc si j'ai 7 0, ça va être 4 0, si j'ai 1 0, 1 0, 1 0, 1, ça va être 1 1 0 1. Bref, on va appliquer cette méthode statistique à cette table de vérité avec méthode statistique pour voir si ça permettrait pas tout simplement de récupérer le flag. Alors du coup, allons-y. Donc on va afficher le script qui va être utilisé pour résoudre ce challenge. Ça sera assez rapide, et je vais l'expliquer rapidement quand même avant de le lancer. Normalement ça devrait passer du premier coup. Donc ce script, je vais le mettre dans le répertoire courant, on est sur HN74. Bim, je l'ai appelé EasyBet. Si je reviens, on va le faire ici, mousepad EasyBet. Voilà, alors on va zoomer un peu pour que vous y voyez quelque chose. Donc dans ce script on va globalement utiliser que des librairies assez classiques, à part peut-être Counter, vous avez peut-être pas l'habitude. Donc Counter, bah, c'est tout simplement pour compter le nombre d'occurrences de chaque élément dans une liste ou un tuple. Et donc ça va être pratique pour avoir un compteur dans le script. Donc ici c'est la truthTable, hein, je rappelle qu'on l'a calculé ici. Donc si on regarde, on voit bien que ça correspond. Ensuite, la ligne suivante, c'est simplement pour se connecter sur le serveur de Hackthebox, hein. Donc on va spécifier l'hôte et le port en argument, comme ça un hôte et un port généré, on va dire à chaque fois qu'on lance le challenge. Ça permet, si on travaille sur le challenge plusieurs jours, de ne pas s'embêter à coder en dur l'IP et le port. Et ensuite on utilise SpawnTools donc pour se connecter. On récupère les chunks, hein, donc en anglais on appelle ça chunk, en français je sais même pas quel est le bon terme, mais globalement ça va être ce qu'on a vu en sortie ici, hein, tous ces 1 et 0 on les récupère. On met ça dans data, dans un format qui permet de traiter ça. Ensuite, donc on initialise à 0 le flag en binaire et le flag qui sera en ASCII.
une petite trace pour savoir où on en est. Donc on fait le gain check ici pour populer le samples, donc en français l'échantillon. Donc tant qu'on n'atteint pas la fin du flag, on continue avec le fameux compteur. Et donc on applique la table de vérité. Si le chunk il est dans la table de vérité, on va pouvoir incrémenter et continuer. Si c'est pas le cas, on passe. If line characters 1. Donc là au début le flag sera en binaire évidemment puisque c'est des 1 et des 0, et après on convertira ici depuis des 0 et des 1 en ASCII. Et puis voilà globalement. Et donc il va faire ça pendant 50. Il va faire ça 50 fois. On va voir si 50 fois ça suffit pour récupérer l'information malgré le bruit du channel, on va dire. Donc on va lancer ce script Python. Donc je l'ai mis ici. Python 3 Lisbeth, et donc je mets le port et l'adresse IP en paramètres. Il se connecte au port. On arrive à la ligne Collecting Samples. Donc le script que j'aurais peut-être dû le laisser afficher, on va le faire pendant une 50aine de fois. Donc ça peut prendre un peu de temps, la récupération et la conversion, on va dire, de ces 1 et ces 0. Et bim, on récupère bien le flag qui est assez long et qui est transmis dans ces 1 et ces 0 avec l'encodage de Hamming, qu'il n'est pas nécessaire de le comprendre pour résoudre ce challenge. Mais n'hésitez pas à creuser ce encodage de Hamming, surtout si vous faites pas mal de hardware. C'est pas mal utilisé. Ma foi, ça sera tout pour cette courte vidéo de rentrée. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.